Je n'oublierai jamais le silence assourdissant qui a envahi l'église Saint-Étienne quand j'ai pris ce microphone. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. À 68 ans, on m'a souvent dit que j'étais trop protectrice, trop méfiante, trop impliquée dans la vie de mon fils. Mais ce jour-là, dans cette cathédrale de Lyon remplie de 200 personnes, j'ai prouvé que l'instinct d'une mère ne ment jamais. Je m'appelle Dominique Lefebvre. J'ai été juge aux affaires familiales pendant 35 ans à Lyon. J'ai vu défiler devant moi des centaines de couples déchirés, des mensonges sophistiqués, des trahisons élaborées. Je pensais avoir tout vu, tout entendu, mais rien ne m'avait préparé à ce que Camille Moreau, la prétendue âme sœur de mon fils Antoine, avait orchestré. La première fois que mon fils m'a présenté Camille, c'était au Jardin des Roses, ce restaurant près du Vieux Lyon où notre famille célèbre tous les événements importants. Je me souviens de son parfum entêtant, de son sourire calculé, de sa manière de toucher constamment les bijoux à son cou. Elle était belle, certes, le genre de beauté travaillée, peaufinée, presque artificielle. Antoine, mon fils unique, la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. À 35 ans, ingénieur respecté chez Renault, il n'avait jamais regardé une femme de cette façon. Elle est consultante financière, m'avait-il expliqué avec fierté. Elle aide les entreprises à optimiser leurs investissements. J'avais hoché la tête, observant la façon dont elle manipulait la conversation, détournant subtilement chaque question personnelle que je lui posais. Mes années au tribunal m'avaient appris à reconnaître les signes, les petits tics nerveux quand on ment, les regards fuyants, les incohérences dans les récits. Ce soir-là, en rentrant au château de Bellevue, notre propriété familiale depuis 3 générations, j'ai noté dans mon carnet les 5 versions différentes qu'elle avait données de son enfance. Née à Marseille, puis non, c'était à Bordeaux. Son père était médecin, puis architecte. Sa mère était décédée quand elle avait 12 ans, puis non, c'était sa grand-mère qui l'avait élevée. Pendant les semaines qui ont suivi, Antoine est devenu distant. Lui qui m'appelait tous les jours a commencé à espacer ses visites. Quand il venait au château, c'était toujours avec elle, comme une ombre permanente. J'ai remarqué qu'il consultait son téléphone avant de me répondre, comme s'il cherchait son approbation. Mon fils, cet homme brillant qui avait toujours eu des opinions fortes, semblait s'effacer progressivement. 3 mois après leur rencontre, ils ont annoncé leur fiançailles. C'était précipité, impulsif, tout le contraire de mon fils méthodique qui planifiait tout. Marcel, mon ex-mari, était ravi. « Notre fils a enfin trouvé l'amour », répétait-il sans cesse. Ma fille Sophie, elle aussi, semblait conquise par le charme de Camille. J'étais la seule à ressentir ce malaise, cette impression que quelque chose ne collait pas. C'est ma meilleure amie Céline qui m'a convaincue de suivre mon intuition. Un après-midi pluvieux au café de la place, elle m'a pris les mains et m'a dit « Dominique, en 30 ans d'amitié, je ne t'ai jamais vu aussi troublée. Si tu penses que quelque chose ne va pas, alors quelque chose ne va pas. » Le lendemain, j'ai contacté Philippe Delacroix, un ancien inspecteur reconverti en détective privé. Je l'avais rencontré lors d'une affaire complexe de garde d'enfants. Je lui faisais confiance. Dans son bureau austère du 6e arrondissement, je lui ai tout raconté. Les incohérences, les changements dans le comportement d'Antoine, mes soupçons. « Madame Lefebvre, m'a-t-il dit, je vais avoir besoin de plus que des intuitions. Avez-vous des faits concrets ?» J'ai sorti de mon sac le relevé bancaire d'Antoine, que j'avais trouvé par hasard dans son appartement. En 3 mois, plus de 30 000 € avaient été transférés vers un compte inconnu. Mon fils, toujours si économe, si prévoyant, dépensait soudainement sans compter. Philippe a pris des notes, m'a demandé des photos de Camille, son nom complet, ses supposés lieux de travail. Il m'a prévenu que l'enquête prendrait du temps, qu'elle serait coûteuse. J'ai signé le contrat sans hésiter. Pour mon fils, j'aurais vendu le château s'il l'avait fallu. Les semaines suivantes ont été un supplice. Je voyais Antoine s'enfoncer davantage dans cette relation, complètement aveuglé. Camille avait même commencé à suggérer qu'ils vendent l'appartement d'Antoine pour investir dans leur avenir. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mes inquiétudes, il se braquait. « Tu n'as jamais accepté mes choix », m'accusait-il. « Tu veux contrôler ma vie comme tu as toujours essayé de le faire. »
Ces mots me blessaient profondément. J'avais toujours essayé d'être une mère présente, mais pas étouffante. Après mon divorce avec Marcel, quand Antoine avait 12 ans, j'avais redoublé d'efforts pour qu'il ne manque de rien. J'avais jonglé entre ma carrière de juge et mon rôle de mère célibataire. Jamais je n'avais imposé mes choix. Jamais. Un matin, Philippe m'a appelé. Sa voix était grave. « J'ai des informations, Madame Lefebvre, mais je préfère vous les communiquer en personne. Nous nous sommes retrouvés au cimetière de la Croix-Rousse, près de la tombe de ma mère. Un lieu étrange pour une telle rencontre, mais j'y venais souvent pour réfléchir, pour trouver la paix. Ce qu'il m'a révélé ce jour-là a changé ma vie à jamais. Camille Moreau n'existait pas, ou plutôt, elle existait sous différents noms, différentes identités, dans différentes villes de France. Philippe avait retrouvé sa trace à Nantes, à Strasbourg, à Toulouse, partout. Le même mode opératoire. Séduire un homme fortuné, l'isoler de sa famille, l'épouser rapidement, puis disparaître avec son argent. Elle faisait partie d'une organisation criminelle sophistiquée, spécialisée dans ce type d'escroquerie sentimentale. Elle s'apprête à ruiner votre fils, Madame Lefebvre, m'a dit Philippe en me montrant des photos, des documents, des témoignages d'autres victimes. Le mariage est prévu pour quand? Dans 3 semaines, ai-je murmuré, les jambes coupées par ce que je venais d'apprendre. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai rassemblé toutes les preuves. J'ai contacté Rémi Beaulieu, l'une des victimes précédentes de Camille. J'ai parlé avec Solange Petit, une femme qui avait travaillé brièvement avec elle dans son arnaque. J'ai même découvert que Camille avait un appartement secret à la résidence Belle Époque où elle rencontrait ses complices et d'autres amants. Plus le jour du mariage approchait, plus je me sentais désespérée. J'ai essayé de parler à Antoine, de lui montrer les preuves, mais il refusait de m'écouter. « Tu inventes tout ça parce que tu es jalouse », m'accusait-il. « Tu ne supportes pas que je sois heureux sans toi. » La veille du mariage, j'ai croisé Camille sur le pont Lafayette. Ce n'était pas un hasard. Elle m'attendait. Son sourire était différent, presque cruel. « Je sais ce que vous essayez de faire », m'a-t-elle dit froidement. « Personne ne vous croira. Vous êtes juste une vieille femme amère qui ne supporte pas de voir son fils lui échapper. » C'est à ce moment précis que j'ai su ce que je devais faire. Il ne s'agissait plus seulement de mon fils, mais de justice, de vérité. J'ai passé la nuit à tout organiser. J'ai appelé la police, préparé mes dossiers, contacté toutes les personnes qui pouvaient témoigner. À l'aube, j'ai mis ma plus belle robe, celle que je portais lors de mes dernières audiences au tribunal. Si je devais affronter cette bataille, ce serait avec dignité. Et maintenant, vous connaissez le début de mon histoire. Vous comprenez pourquoi, ce matin-là, j'ai franchi les portes de l'église Saint-Étienne avec le cœur lourd mais déterminé. Pourquoi, quand j'ai vu mon fils à l'autel, si beau dans son costume, j'ai failli renoncer. Mais l'amour d'une mère ne se mesure pas à sa capacité à rendre son enfant heureux à court terme. Il se mesure à sa volonté de le protéger, même quand cette protection est douloureuse. D'où venez-vous ? Avez-vous déjà eu cette intuition déchirante que quelque chose n'allait pas dans la vie d'un être cher? Cette certitude que personne d'autre ne semblait partager? Êtes-vous resté silencieux ou avez-vous osé parler, même au risque de tout perdre? Si mon histoire résonne en vous, restez avec moi. Car ce qui s'est passé ensuite, quand j'ai pris ce micro devant 200 invités en état de choc, a changé non seulement la vie de mon fils, mais aussi la mienne à jamais. Il y a des moments dans la vie où l'on souhaiterait avoir tort, des moments où l'on prie pour que nos soupçons ne soient que le fruit d'une imagination trop fertile, d'une méfiance excessive. C'était exactement ce que je ressentais quand j'ai commencé à enquêter sur Camille. La première fois qu'Antoine nous l'a présentée, c'était un dimanche d'automne. Les feuilles dorées tapissaient l'allée menant au château de Bellevue. Notre tradition familiale était de se réunir tous les premiers dimanches du mois pour un déjeuner prolongé. Antoine arrivait généralement seul. Ce jour-là, il a appelé la veille. « Maman, je ne serai pas seule demain. J'aimerais te présenter quelqu'un de spécial. » J'ai passé la matinée à préparer son plat préféré, un coq au vin comme ma mère me l'avait appris. J'étais curieuse, bien sûr, mais aussi légèrement anxieuse. Mon fils avait eu peu de relations sérieuses. Brillant dans ses études, passionné par son travail, il avait toujours privilégié sa carrière. À 35 ans, il commençait à peine à envisager de construire une famille. Quand ils sont arrivés, main dans la main, j'ai d'abord été frappée par sa beauté. Camille
était élégante, sophistiquée, avec ce genre de charme qui attire immédiatement l'attention. Ses cheveux châtains parfaitement coiffés, son tailleur sur mesure, ses gestes mesurés, tout chez elle semblait étudié, calculé. Elle a embrassé l'air près de mes joues, m'a complimenté sur ma maison avec un accent que je n'arrivais pas à situer. « Camille vient de Paris », a expliqué Antoine, ses yeux ne quittant jamais son visage. Elle travaille dans la finance. En réalité, j'ai grandi à Marseille, a-t-elle corrigé avec un sourire. Mais j'ai étudié à Paris et j'y ai vécu presque 10 ans. Ce fut la première incohérence, une petite, insignifiante. Mais quand on a passé sa vie à écouter des témoignages, à détecter des mensonges dans une salle d'audience, on développe une sensibilité particulière aux fausses notes. Pendant le repas, j'ai observé comment elle manipulait la conversation, détournant habilement les questions personnelles, recentrant toujours la discussion sur Antoine, sur ses projets, sur ses succès. Elle connaissait des détails surprenants sur son travail, des noms de collègues qu'il avait à peine mentionnés, des projets dont il parlait rarement. « Comment savez-vous pour le projet Artemis ?» ai-je demandé innocemment. Antoine m'a dit que c'était confidentiel. Un éclair est passé dans ses yeux, rapide, presque imperceptible. Oh, Antoine me fait confiance avec ses secrets. Elle a posé sa main sur celle de mon fils. N'est-ce pas, mon chéri? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ce n'était qu'une impression, un malaise diffus, rien que je puisse expliquer à Marcel, mon ex-mari, qui m'a appelé le lendemain pour me dire combien il trouvait Camille charmante. Rien que je puisse exprimer à ma fille Sophie, qui m'a envoyé un message enthousiaste. Enfin, une belle-sœur. Elle est géniale, non? Les semaines suivantes, j'ai commencé à noter des détails. Dans mon ancien cabinet de juge, j'avais un petit carnet rouge où je consignais les contradictions dans les témoignages. J'ai repris cette habitude. Quand Camille parlait de son enfance, elle mentionnait tantôt une école privée prestigieuse, tantôt une éducation simple mais heureuse dans un quartier populaire. Son père était médecin à Marseille, puis professeur d'université à Montpellier. Sa mère était décédée jeune, puis réapparaissait dans une anecdote sur ses études. Chaque incohérence, prise isolément, pouvait s'expliquer. Une confusion, un malentendu, un détail mal rapporté. Mais ensemble, elles formaient un motif inquiétant. Un soir, alors qu'Antoine était en déplacement professionnel à Munich, j'ai invité Camille à dîner. Juste nous deux. J'avais préparé mon terrain, mémorisant ses versions précédentes, prête à confronter les contradictions. Elle est arrivée avec une bouteille de vin coûteuse et un sourire désarmant. « Je suis si heureuse de mieux vous connaître, Dominique. Antoine vous admire tellement. » J'ai souri, servant le potage que j'avais préparé. Il m'a dit que vous travailliez pour une grande banque d'investissement. En réalité, je suis consultante indépendante. Je conseille plusieurs institutions. Encore une version différente. Au fil du repas, je l'ai amené à parler de ses études, de sa famille. Chaque nouvelle information semblait contredire les précédentes. Quand j'ai finalement posé une question directe sur ses incohérences, son visage s'est transformé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu autre chose derrière son masque de perfection. Quelque chose de froid, de calculateur. « Vous savez, Dominique, a-t-elle dit en reposant délicatement sa fourchette, vous me rappelez ma propre mère. Toujours à s'inquiéter et toujours à vouloir contrôler. Antoine m'a prévenu que vous étiez, comment dire, protectrice. J'ai senti mon sang se glacer. La manière dont elle avait prononcé ces mots, la façon dont elle me regardait, c'était un avertissement. La conversation a dérivé vers des sujets plus légers, mais le message était clair. Elle venait de tracer une ligne entre mon fils et moi. Après son départ, j'ai appelé ma meilleure amie Céline. Nous nous connaissions depuis l'école de droit et elle était la seule à qui je pouvais confier mes inquiétudes sans craindre d'être jugée. « Tu crois qu'elle cache quelque chose ?» a demandé Céline après m'avoir écouté. « Je ne sais pas. Peut-être que je deviens paranoïaque. Peut-être que c'est juste difficile de voir Antoine s'éloigner. » Mais Céline connaissait ce ton dans ma voix. Ce ton que j'avais quand, durant ma carrière, je pressentais qu'un témoin mentait. Ton instinct t'a rarement trompé, Dominique. Si tu penses que quelque chose ne va pas, alors quelque chose ne va pas. C'est le lendemain que j'ai contacté Philippe Delacroix. Je l'avais rencontré lors d'une affaire particulièrement complexe de garde d'enfants où un père utilisait de faux documents pour obtenir la garde exclusive. Philippe avait démasqué la fraude, il était méthodique,
discret et surtout, il ne jugeait pas. Dans son bureau spartiate du commissariat de police du 6e, entouré de dossiers empilés et de tasses de café vides, je lui ai exposé mes soupçons. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes occasionnelles. « Comprenez-moi bien, Madame Lefebvre, a-t-il dit quand j'ai terminé. Ce que vous me décrivez pourrait simplement être une femme qui embellit son passé, qui cherche à impressionner sa belle famille. Ce n'est pas nécessairement criminel. Je sais, ai-je admis, et croyez-moi, j'espère me tromper, mais je dois en avoir le cœur net. » Il a hoché la tête, comprenant ce dilemme. Il m'a expliqué ses tarifs, m'a demandé des photos récentes de Camille, son nom complet supposé, les adresses qu'elle avait mentionnées. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais, incluant une mèche de cheveux trouvée sur sa brosse qu'elle avait laissée chez Antoine lors d'une visite. C'est pour une éventuelle analyse ADN, a expliqué Philippe, notant mon regard interrogateur. Souvent, les personnes qui changent d'identité ont des antécédents judiciaires. L'idée que mon fils puisse être en relation avec une criminelle me semblait absurde. Antoine était intelligent, rationnel. Comment pourrait-il être complètement aveuglé? Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé des changements inquiétants chez lui. Lui qui m'appelait presque tous les jours, ne me contactait plus que rarement. Quand je l'invitais au château, il avait toujours une excuse. Et quand il venait, c'était invariablement avec Camille, comme s'il ne pouvait plus se déplacer sans elle. J'ai remarqué aussi qu'il consultait systématiquement son téléphone avant de répondre à mes questions, comme s'il cherchait une approbation. Mon fils, qui avait toujours eu des opinions fortes, des convictions solides, semblait s'effacer progressivement. Un jour, en visitant son appartement pendant qu'il était au travail, j'avais gardé un double des clés pour les urgences. J'ai découvert que sa collection de vinyles, sa passion depuis l'adolescence, avait disparu. Camille trouve que ça prend trop de place, m'a-t-il expliqué plus tard avec un sourire gêné. On les a vendus. Puis, il y a eu les changements dans ses finances. Antoine avait toujours été économe, prévoyant. Il épargnait méthodiquement, investissait prudemment. En fouillant dans son bureau, j'ai trouvé des relevés bancaires montrant des retraits importants, des virements vers un compte inconnu. En 3 mois, plus de 30 000 € s'étaient évaporés. Quand j'ai tenté d'aborder le sujet, il s'est braqué. « Ce sont mes finances, maman. Je n'ai pas à me justifier. » C'était la première fois qu'il me parlait sur ce ton. J'ai compris que Camille avait créé un fossé entre nous. Elle l'isolait méthodiquement, non seulement de moi, mais aussi de ses amis. Claude, son ami d'enfance, m'a appelé pour me demander pourquoi Antoine ne répondait plus à ses invitations. Thomas, son collègue de longue date, s'inquiétait de le voir décliner systématiquement les sorties entre amis. 3 mois après leur rencontre, ils ont annoncé leur fiançailles. C'était un dîner au château de Bellevue, avec la famille proche. Marcel, mon ex-mari, était euphorique. « Notre fils a enfin trouvé l'amour », répétait-il en levant son verre. Ma fille Sophie et son mari étaient tout aussi enthousiastes. J'étais la seule à sentir que quelque chose n'allait pas, la seule à voir l'éclat calculateur dans les yeux de Camille quand elle regardait autour d'elle, évaluant sans doute la valeur de notre propriété familiale. « Nous pensons à une cérémonie simple mais élégante », annonçait-elle, en montrant une bague de fiançailles extravagante. À l'église Saint-Étienne, bien sûr, dans 3 mois. 3 mois, c'était précipité, impulsif, tout le contraire de mon fils méthodique qui planifiait tout. Quand j'ai suggéré d'attendre un peu plus longtemps, Antoine m'a regardé avec reproche. « Quand on sait, maman. Tu devrais être heureuse pour moi. » Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai pleuré pour la première fois depuis longtemps. Je pleurais pour mon fils, mais aussi pour notre relation qui se désintégrait. Je me demandais si je n'étais pas en train de tout imaginer, si ma méfiance n'était pas simplement la manifestation d'une jalousie maternelle. C'est à ce moment que Philippe m'a appelé. Sa voix était grave, presque solennelle. « J'ai des informations, Madame Lefebvre, mais je préfère vous les communiquer en personne. Nous nous sommes rencontrés au cimetière de la Croix-Rousse le lendemain. Un lieu étrange pour une telle conversation, mais j'y venais souvent me recueillir sur la tombe de ma mère. C'était un endroit calme, discret, où personne ne nous interromprait. Philippe est arrivé avec une épaisse chemise cartonnée. Son visage habituellement impassible trahissait une inquiétude réelle. « Ce que j'ai découvert est plus grave que ce que nous imaginions », a-t-il commencé en ouvrant le dossier. « Camille Moreau n'est pas son vrai nom. En réalité, elle s'appelle Isabelle Laurent. Et avant cela,
Elle a utilisé au moins 3 autres identités que j'ai pu retracer. Il m'a montré des photocopies de cartes d'identité, toutes avec le visage de Camille, mais sous différents noms. Élodie Bertrand, Claire Dupont, Sylvie Rousseau. Dans chaque cas, le mode opératoire est le même, a-t-il continué en sortant des coupures de presse, des rapports de police. Elle cible un homme fortuné, souvent dans la trentaine ou la quarantaine, célibataire, avec une bonne situation. Elle le séduit, l'isole de sa famille et de ses amis, précipite un mariage, puis commence à transférer des fonds vers des comptes offshore. Une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle disparaît. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ses paroles. Et les victimes précédentes? Philippe a sorti plusieurs photographies d'hommes. J'ai retrouvé 3 d'entre eux. Le dernier, Rémi Beaulieu, a accepté de vous rencontrer. Il a perdu plus de 300 000 €. Je fixais les documents, incapable de parler. Les preuves étaient là, irréfutables. Mon fils était la prochaine victime d'une arnaqueuse professionnelle. Ce n'est pas tout, a ajouté Philippe, sortant un autre document. Elle ne travaille pas seule. Elle fait partie d'un réseau organisé spécialisé dans ce type d'escroquerie sentimentale. J'ai identifié au moins 2 complices qui l'aident dans ces opérations. Il m'a montré des photos de surveillance montrant Camille rencontrant 2 hommes dans un café discret près de la résidence Belle Époque, un immeuble luxueux où, selon Philippe, elle maintenait un appartement secret. Comment finance-t-elle tout cela? Ai-je demandé, pensant aux vêtements coûteux, aux bijoux, à l'image de prospérité qu'elle projetait, avec l'argent des victimes précédentes, et déjà avec celui de votre fils. Ces 30 000 € que vous avez mentionnés, ils ont été transférés vers un compte à Chypre, puis répartis entre plusieurs comptes offshore. J'ai fermé les yeux, sentant un vertige m'envahir. Tout semblait irréel, comme un mauvais film. Comment expliquer à Antoine que la femme qu'il aimait n'était qu'une illusion, un personnage créé pour le manipuler? Le mariage est prévu pour quand? A demandé Philippe. Dans 3 semaines, ai-je murmuré. À l'église Saint-Étienne. Il a hoché la tête gravement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Voici mon plan. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai rassemblé toutes les preuves. J'ai rencontré Rémi Beaulieu dans un café anonyme de la Croix-Rousse. Il était encore marqué par son expérience, à la fois financièrement et émotionnellement dévasté. Elle est effrayante, m'a-t-il confié, les mains tremblantes autour de sa tasse. Elle vous fait croire que vous êtes spécial, unique. Elle apprend tout sur vous, vos goûts, vos rêves, vos peurs, et devient exactement ce dont vous avez besoin. Puis quand elle a tout pris, elle disparaît comme si elle n'avait jamais existé. J'ai aussi parlé avec Solange Petit, une femme qui avait brièvement travaillé avec Camille dans ses arnaques avant de se retirer, rongée par la culpabilité. Elle m'a fourni des détails sur les méthodes de l'organisation, sur la façon dont ils choisissaient leurs cibles, dont ils orchestraient chaque aspect de la manipulation. Avec l'aide de Céline, qui travaillait à l'hôtel de ville de Lyon, j'ai obtenu des documents prouvant que Camille avait un casier judiciaire pour escroquerie, soigneusement dissimulé sous ses différentes identités. Philippe a installé une surveillance discrète sur l'appartement secret de Camille, documentant ses rencontres avec ses complices, et plus douloureuse encore, avec d'autres amants. À mesure que les preuves s'accumulaient, mon angoisse grandissait. Comment présenter tout cela à Antoine? Comment lui faire accepter une vérité aussi douloureuse? 3 jours avant le mariage, j'ai décidé de tout lui dire. Je l'ai invité à la maison Lefebvre, notre ancien foyer familial où il avait grandi. J'avais préparé chaque document, organisé chaque preuve. J'ai parlé calmement, méthodiquement, comme je l'aurais fait dans ma salle d'audience. Sa réaction a été pire que tout ce que j'avais imaginé. D'abord l'incrédulité, puis la colère, et enfin une accusation qui m'a brisé le cœur. « Tu as toujours été jalouse de mon bonheur », a-t-il crié, repoussant violemment les documents sur la table. « Tu inventes beau tout ça, parce que tu ne supportes pas l'idée que je puisse construire ma vie sans toi. Tu es pathétique, maman. » Il est parti en claquant la porte, laissant derrière lui le dossier que j'avais si méticuleusement préparé. J'ai passé la nuit assise dans son ancienne chambre, entourée des souvenirs de son enfance, me demandant si j'avais fait le bon choix. Peut-être aurais-je dû me taire, le laisser découvrir la vérité par lui-même. Mais comment une mère pourrait-elle rester silencieuse en voyant son enfant marcher droit vers le désastre? J'ai passé les 2 nuits suivantes sans dormir, réfléchissant à ce que je devais faire.
La veille du mariage, je me suis rendue au cimetière de la Croix-Rousse, m'asseyant près de la tombe de ma mère, lui demandant conseil, comme je l'avais fait à chaque moment difficile de ma vie. C'est en rentrant, traversant le pont Lafayette dans la lumière dorée du crépuscule, que j'ai croisé Camille. Elle était seule, élégante dans un tailleur crème, ses talons hauts claquant sur les pavés du pont. Ce n'était pas un hasard. Elle m'attendait. Son sourire était différent ce soir-là sur le pont Lafayette. Plus froid, calculateur, dépourvu de cette chaleur artificielle qu'elle maintenait habituellement en ma présence. Le soleil couchant illuminait son visage d'une lueur orangée, presque démoniaque. Elle s'est approchée de moi avec une assurance que je ne lui avais jamais vue. Je me demandais quand nous aurions cette conversation, Dominique, a-t-elle dit, s'arrêtant à quelques pas de moi. Je dois admettre que vous m'avez surprise. La plupart des mères abandonnent bien plus tôt. Je me suis efforcée de maintenir mon calme, bien que mon cœur battait à tout rompre. De quoi parlez-vous, Camille? Ou devrais-je dire Isabelle? Une lueur d'admiration est passée dans ses yeux. Impressionnant. Vous avez fait vos devoirs. C'était le détective, Philippe Delacroix, n'est-ce pas? Un homme tenace, mais prévisible dans ses méthodes. Vous nous observiez, ai-je réalisé, un frisson parcourant mon dos. Elle a ri, un son cristallin qui résonnait étrangement sur le pont désert. Bien sûr, je surveille toujours les menaces potentielles. Et vous, Dominique, vous êtes devenu une menace dès le premier jour. J'ai vu votre regard quand Antoine m'a présenté. Cette méfiance, cette intuition maternelle. Elle a prononcé ces derniers mots avec dédain. J'ai serré mon sac contre moi, consciente que toutes les preuves que j'avais rassemblées s'y trouvaient. Pourquoi mon fils? Il y a tant d'hommes plus riches, plus influents. Antoine a quelque chose de rare, a-t-elle répondu, son regard se perdant un instant dans les eaux du Rhône en contrebas. Une combinaison parfaite de naïveté et d'intelligence. Assez intelligent pour avoir accumulé un patrimoine conséquent, mais assez naïf pour croire au coup de foudre. Et puis, elle m'a regardé directement dans les yeux. Il y a le château de Bellevue, une propriété familiale depuis 3 générations, n'est-ce pas? Évaluée à combien? 5-6 millions d'euros. Une nausée m'a envahi. Ce n'était pas seulement l'argent d'Antoine qu'elle convoitait, mais l'héritage familial tout entier. Vous ne réussirez pas, ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. J'ai tous les documents, toutes les preuves de vos escroqueries précédentes. Antoine finira par voir la vérité. Son sourire s'est élargi, presque compatissant. Vraiment? Et qui croyez-vous qu'il écoutera? Sa mère possessive qui a toujours détesté ses petites amies ou la femme qu'il aime passionnément, celle qui partage son lit, ses rêves, qui lui promet un avenir radieux? Elle s'est approchée, si près que je pouvais sentir son parfum coûteux. Vous avez déjà essayé de lui parler, n'est-ce pas? Comment a-t-il réagi? Je n'ai pas répondu, mais mon expression a dû me trahir. C'est bien ce que je pensais, a-t-elle murmuré. Demain, je serai Madame Lefebvre. Dans 1 an, peut-être moins. Le château sera vendu pour investir dans notre avenir, comme le dira Antoine. Et vous? Vous serez la belle-mère aigrie que l'on invite aux fêtes par obligation, celle dont on supporte les regards désapprobateurs avec des sourires polis. Je ne vous laisserai pas détruire mon fils, ai-je dit, chaque mot pesant comme du plomb. Elle a incliné la tête, comme si elle évaluait un adversaire. Vous savez ce qui est fascinant chez les mères comme vous, Dominique? Vous êtes prête à tout sacrifier pour vos enfants, même leur amour pour vous, car c'est ce qui arrivera si vous persistez. Antoine ne vous pardonnera jamais d'avoir essayé de saboter son bonheur. Ces paroles m'ont frappé avec la force d'une gifle. Elle avait raison. Si j'intervenais, je risquais de perdre Antoine pour toujours, même avec toutes les preuves du monde. L'amour peut être aveugle, sourd, irrationnel. Réfléchissez-y, a-t-elle conclu en s'éloignant, ses talons claquant sur les pavés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout risquer? Pourquoi ne pas accepter l'inévitable avec grâce? Je suis restée immobile sur ce pont, regardant sa silhouette disparaître dans la lumière mourante du jour. Les eaux sombres du Rhône en dessous semblaient m'appeler, me proposant une échappatoire à cette situation impossible. Pendant un bref instant, j'ai envisagé l'impensable, laisser le courant emporter mes problèmes, mes angoisses, ma douleur. Mais l'image d'Antoine, mon fils, a surgi dans mon esprit. Antoine enfant,
riant alors que je le poussais sur la balançoire du jardin. Antoine adolescent, fier de me montrer ses bulletins parfaits. Antoine adulte, me serrant dans ses bras après ma dernière audience au tribunal, me disant combien il était fier de moi. Non, je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais pas le laisser tomber dans ce piège, même si cela signifiait perdre son amour. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise à mon bureau dans la maison Lefebvre, j'ai établi un plan. J'ai appelé Philippe, lui expliquant ma rencontre avec Camille, sa confiance absolue, son arrogance. Elle a commis une erreur, a dit Philippe après un moment de réflexion. Les meilleurs escrocs ne se vantent jamais, ne révèlent jamais leur jeu. Sa vanité pourrait être sa chute. Comment, ai-je demandé, accroché à cet espoir ténu? Si nous pouvions l'enregistrer, capturer ses aveux, elle est trop prudente pour ça maintenant, ai-je soupiré. Elle sait que je la surveille. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Alors nous devons agir au mariage même, a-t-il finalement déclaré. C'est risqué, dramatique, mais c'est notre dernière chance. Nous avons élaboré le plan jusqu'à l'aube. Pendant que le soleil se levait sur Lyon, illuminant les toits de la vieille ville, j'ai pris ma décision. J'allais risquer tout, la relation avec mon fils, ma réputation, peut-être même ma liberté si les choses tournaient mal, pour le sauver. Ma première action fut de contacter Jean-Pierre Mercier, le prêtre qui devait célébrer le mariage. C'était un vieil ami qui avait connu Antoine enfant. Dans son bureau austère de l'église Saint-Étienne, entouré de livres anciens et d'icônes religieuses, je lui ai raconté toute l'histoire. Ce que vous me demandez, Dominique, il a hésité, visiblement déchiré entre son devoir pastoral et notre amitié. Interrompre une cérémonie de mariage est extrêmement grave. Je ne vous demande pas de prendre position, ai-je précisé, seulement de ne pas m'arrêter quand je le ferai. Après une longue réflexion, il a acquiescé. Je prierai pour que la vérité triomphe, quelle qu'elle soit. Ensuite, j'ai contacté chacune des victimes précédentes de Camille que Philippe avait identifiées. Rémi Beaulieu a immédiatement accepté de venir. « Je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ce qu'elle m'a fait », m'a-t-il dit au téléphone, sa voix encore marquée par la douleur. J'ai également appelé Solange Petit, l'ancienne complice de Camille, qui avait quitté l'organisation. Elle était terrifiée à l'idée de témoigner publiquement. « Il pourrait se me retrouver », a-t-elle murmuré, « me faire taire définitivement. Nous assurerons votre protection, ai-je promis, espérant pouvoir tenir parole. Mais sans vous, une autre famille sera détruite. » Après de longues négociations, elle a accepté, à condition que Philippe garantisse sa sécurité. Ma dernière visite fut pour le commissariat de police du 6e. J'y avais des contacts datant de ma carrière de juge. Le commissaire Leblanc m'a écouté avec attention, feuilletant le dossier préparé par Philippe. « C'est une affaire solide », a-t-il reconnu. « Mais intervenir dans une cérémonie religieuse, c'est délicat. Ces personnes font partie d'une organisation criminelle structurée, ai-je argumenté. Ils ont escroqué des dizaines de victimes, et je soupçonne que certains de leurs complices seront présents au mariage. » Il a finalement accepté de positionner discrètement des officiers autour de l'église, prêts à intervenir sur mon signal. Le matin du mariage est arrivé, lumineux et clair, comme si la nature elle-même se moquait de la tempête qui faisait rage en moi. Je me suis préparée avec un soin méticuleux, choisissant une robe bleu nuit élégante, mais sobre. Dans mon sac, j'avais rassemblé toutes les preuves, photos, documents, témoignages, soigneusement organisés. En me regardant dans le miroir, j'ai aperçu mon reflet, une femme de 68 ans aux cheveux argentés, aux yeux cernés par les nuits sans sommeil, mais déterminée. Étais-je vraiment prête à créer un scandale qui resterait dans les mémoires de toute la communauté, à potentiellement humilier mon fils devant 200 invités? Seigneur, donnez-moi la force, ai-je murmuré, un écho des prières que ma mère m'avait enseignées. À mon arrivée à l'église Saint-Étienne, j'ai immédiatement repéré les officiers en civil, positionnés stratégiquement. Philippe se tenait près de l'entrée, accompagnant Rémi Beaulieu. Solange attendait dans une voiture garée à proximité, trop effrayée pour entrer avant le moment crucial. L'église se remplissait rapidement. Famille, amis, collègues, tous venus célébrer ce qu'ils croyaient être une union d'amour. Marcel, mon ex-mari, m'a salué froidement. Antoine lui avait sans doute parlé de notre dispute. Ma fille Sophie m'a embrassée avec une inquiétude visible dans le regard. «
Tu vas bien, maman » a-t-elle demandé. « Tu sembles tendue. »« Tout ira bien » ai-je répondu, serrant sa main. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi que j'agis par amour. » Elle m'a regardé avec confusion, mais a été entraînée par son mari vers leur place avant de pouvoir poser d'autres questions. J'ai pris place au premier rang, comme il convenait à la mère du marié. De là, je pouvais voir Antoine debout près de l'autel, magnifique dans son costume sombre, son visage rayonnant d'anticipation. Mon cœur s'est serré à l'idée de la douleur que j'allais lui infliger. La musique a commencé, annonçant l'entrée de la mariée. Camille est apparue, vision de blanc et de dentelle, son visage partiellement voilé. Elle avançait avec une grâce étudiée, incarnation parfaite de la mariée radieuse. Qui pourrait soupçonner le serpent sous les fleurs? La cérémonie a débuté, le père Mercier récitant les paroles rituelles avec une solennité teintée d'appréhension. J'écoutais à peine, mon esprit focalisé sur ce qui allait suivre, répétant mentalement ce que je dirais, anticipant les réactions. Puis est venu le moment redouté. Si quelqu'un connaît une raison qui ferait obstacle à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence profond a envahi l'église. C'était maintenant ou jamais. Mes jambes tremblaient quand je me suis levée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Incrédule, j'ai vu l'horreur sur le visage d'Antoine, la rage froide sur celui de Camille. J'ai marché lentement vers l'autel, chaque pas résonnant dans le silence stupéfait. Le père Mercier m'a tendu le microphone sans un mot, fidèle à notre accord. « Mon fils » ai-je commencé, ma voix étrangement calme, malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. « Je t'aime trop pour me taire. » J'ai alors sorti les documents de mon sac, un par un, les présentant comme j'aurais présenté des preuves dans un tribunal. Les photos de Camille, sous différentes identités, les témoignages de ses victimes précédentes, les relevés bancaires montrant les transferts suspects. La femme que tu t'apprêtes à épouser n'est pas Camille Moreau. Son vrai nom est Isabelle Laurent. Et avant cela, elle a utilisé de nombreuses autres identités. Elle fait partie d'une organisation criminelle spécialisée dans l'escroquerie sentimentale. Des murmures choqués ont parcouru l'assemblée. Le visage d'Antoine s'est décomposé, passant de la colère à la confusion, puis à une horreur naissante. « C'est absurde !» a protesté Camille, sa voix mélodieuse transformée par la panique. « Cette femme est dérangée. Elle invente tout cela par jalousie. »« Vraiment ?» J'ai fait un signe à Philippe, qui a escorté Rémi Beaulieu jusqu'à l'hôtel. « Voici Rémi, l'une de tes victimes précédentes. Et il n'est pas le seul. » Solange Petit est entrée à son tour, pâle mais déterminée. « J'ai travaillé avec elle » a-t-elle déclaré, sa voix à peine audible. « Tout ce que Madame Lefebvre dit est vrai. » Le coup de grâce est venu quand j'ai sorti mon téléphone et diffusé l'enregistrement de notre conversation sur le pont Lafayette. La voix glaciale de Camille emplissait maintenant l'église. « Demain, je serai Madame Lefebvre. Dans un an, peut-être moins, le château sera vendu. » Le visage de Camille s'est transformé, toute prétention d'innocence envolée. Ses yeux, auparavant doux et aimants quand il regardait Antoine, étaient maintenant emplis d'une fureur pure. « Tu as ruiné mon mariage, espèce de vieille garce !» a-t-elle hurlé, se jetant vers moi, mais avant qu'elle ne puisse m'atteindre. 2 des officiers en civil l'ont interceptée. D'autres policiers entraient déjà dans l'église, se dirigeant vers 3 personnes dans l'assemblée, les complices que Philippe avait identifiés. Le chaos a éclaté, des cris, des pleurs, la confusion totale. Au milieu de cette tempête, Antoine se tenait immobile, comme statufié par le choc. Je me suis approché de lui, craignant sa réaction. « Antoine » ai-je murmuré, n'osant pas le toucher. « Je suis désolé que ce soit ainsi. J'ai essayé de te parler avant. » Il m'a regardé, ses yeux pleins de douleur. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» a-t-il murmuré. « Comment ai-je pu ne pas voir ? L'amour nous rend tous aveugles parfois. » ai-je répondu doucement, pendant que la police emmenait Camille et ses complices, que les invités quittaient l'église en état de choc. Antoine et moi sommes restés là, au milieu des fleurs et des rubans qui devaient célébrer son bonheur. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner d'avoir fait ça ainsi, » a-t-il finalement dit. « Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. C'était peu, mais c'était un début. » Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'interrogatoires léplipistes policiers, de déclarations à la presse qui s'étaient emparés de l'histoire avec avidité et de longues conversations douloureuses avec Antoine.
peu à peu, la vérité complète sur l'organisation de Camille a émergé. Elle opérait depuis 5 ans, avec un réseau de complices dans plusieurs villes françaises. Ensemble, ils avaient escroqué plus de 20 victimes pour un montant total dépassant les 2 millions d'euros. L'argent était blanchi via des sociétés fantômes à Chypre et aux îles Caïmans. Le plus choquant fut de découvrir que l'un des complices arrêtés au mariage était le fleuriste qui avait décoré l'église. Un homme qui avait gagné la confiance de nombreuses familles aisées de Lyon, accédant ainsi à leurs maisons, observant leurs habitudes, identifiant les cibles potentielles. L'appartement secret de Camille à la résidence Belle Époque s'est révélé être une véritable centrale d'opération, avec des dossiers détaillés sur chaque victime, des faux papiers d'identité et plus de 200 000 € en espèces. Antoine a dû affronter non seulement la trahison de celle qu'il aimait, mais aussi la honte d'avoir été dupé. Les 75 000 € qu'il avait transférés n'ont jamais été retrouvés. Quant aux investissements que Camille lui avait conseillés, ils se sont tous révélés être des escroqueries. Mais le plus difficile pour lui fut peut-être de réaliser à quel point il s'était éloigné de sa famille, de ses amis, de tout ce qui comptait vraiment. Comment il avait permis à Camille de l'isoler, de le manipuler, de le transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Un mois après le mariage annulé, il est venu me voir au château de Bellevue. C'était un dimanche pluvieux, rappelant étrangement le jour où tout avait commencé. « Comment as-tu su ?» m'a-t-il demandé alors que nous étions assis dans la bibliothèque, une tasse de thé à la main. « Comment as-tu vu ce que je ne pouvais pas voir ?» J'ai réfléchi un moment, cherchant les mots justes. C'était l'instinct, peut-être, ou l'expérience, ou simplement l'amour d'une mère qui veut protéger son enfant, même quand cet enfant est un homme adulte. Il a hoché la tête, son regard perdu dans les flammes de la cheminée. Je ne sais pas si je pourrai faire confiance à nouveau un jour. Tu le pourras, ai-je affirmé, posant ma main sur la sienne. Peut-être pas demain, ni le mois prochain, mais un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu possèdes. Nous sommes restés ainsi en silence, écoutant la pluie frapper les vitres, le craquement du feu, les battements de nos cœurs qui commençaient lentement à guérir. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Camille ont été parmi les plus éprouvantes de ma vie. Voir mon fils souffrir, se replier sur lui-même, questionner chaque décision qu'il avait prise, c'était comme si une partie de mon cœur se brisait chaque jour un peu plus. Antoine avait pris un congé prolongé de son travail chez Renault. Il passait ses journées enfermé dans son appartement, refusant la plupart des visites, même les miennes parfois. Je me souviens d'un mardi particulièrement pluvieux où je suis restée 1 heure devant sa porte, mon parapluie dégoulinant formant une flaque à mes pieds. Il n'a pas ouvert. Ce n'est que 3 jours plus tard que j'ai reçu un message. « Pardonne-moi, maman, j'ai besoin de temps. » Comment lui en vouloir? Son monde s'était effondré en quelques minutes dans cette église. Il avait perdu non seulement la femme qu'il croyait aimer, mais aussi une partie de sa dignité, de sa confiance en lui. Les journaux locaux s'étaient emparés de l'histoire, le mariage qui tourne à l'arnaque, titré « Le Progrès de Lyon ». Même si son nom n'était pas mentionné explicitement, beaucoup dans notre cercle social connaissaient les détails. Pendant ce temps, l'enquête progressait. Le commissaire Leblanc m'informait régulièrement des développements, par respect pour mon ancienne fonction de juge et par compassion pour notre situation. L'organisation dont faisait partie Camille s'avérait plus vaste et plus sophistiquée que nous l'avions imaginé initialement. C'est un réseau qui opère dans toute l'Europe, m'expliquait-il dans son bureau austère, où les dossiers s'empilaient comme des tours précaires. Nous avons identifié des victimes en France, bien sûr, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Toujours le même mode opératoire, cibler des personnes aisées, souvent des célibataires d'âge mûr, les isoler de leur entourage, puis disparaître avec leur argent. Ce qui me perturbait le plus, c'était la méthode de sélection des victimes. Comment Camille avait-elle choisi mon fils? Qu'avait-elle vu en lui qu'il avait désigné comme une cible idéale? La réponse est venue de Solange Petit, l'ancienne complice de Camille, qui avait accepté de témoigner contre l'organisation en échange d'une immunité partielle. J'ai rencontré cette femme frêle, aux yeux constamment fuyants, dans une petite salle du commissariat. 2 policiers montaient la garde à l'extérieur, non pour m'empêcher de sortir, mais pour la protéger des représailles potentielles.
Ils ont un système, m'a-t-elle expliqué, ses doigts nerveux jouant avec le gobelet en plastique devant elle. Des critères précis. Ils recherchent ce qu'ils appellent le trio parfait. Ressources financières importantes, vulnérabilité émotionnelle et isolement social potentiel. Mon fils n'était pas isolé, ai-je protesté. Il a une famille aimante, des amis, des collègues qui l'apprécient. Solange a esquissé un sourire triste. C'est là que réside leur talent. Ils ne ciblent pas des personnes déjà isolées, mais celles qu'ils peuvent isoler. Votre fils, pardonnez-moi de parler ainsi, présentait plusieurs facteurs de risque. Célibataire à 35 ans, relations amoureuses, passées peu nombreuses, très investi dans son travail, relations familiales fortes, mais centrées sur une seule personne, vous. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. L'organisation avait-elle perçu une faille dans notre relation mère-fils? Avais-je, sans le vouloir, contribué à rendre Antoine vulnérable? Comment l'ont-ils trouvé? Ai-je demandé, la gorge serrée. Les réseaux sociaux, probablement. C'est leur terrain de chasse favori. Ils étudient les profils, les publications, les commentaires. Ils cherchent des indices sur le patrimoine, les habitudes, les faiblesses potentielles. Puis ils orchestrent une rencontre qui semble fortuite. J'ai repensé à la façon dont Antoine avait rencontré Camille lors d'un salon de l'automobile à Lyon, où il représentait Renault. Elle s'était présentée comme une passionnée de voitures anciennes, partageant prétendument sa passion pour les modèles des années 60. Rien de fortuit dans cette rencontre, donc. Tout avait été planifié, calculé, mis en scène. Comment peut-on se protéger contre ça? Ai-je demandé, plus pour moi-même que pour Solange. Elle a haussé les épaules. En restant vigilant, je suppose, en se méfiant des coïncidences trop parfaites, en écoutant ceux qui nous aiment vraiment quand ils expriment des inquiétudes. Ces derniers mots résonnaient comme une validation de mes actions, mais ne m'apportaient aucun réconfort. La vérité était que, malgré ma vigilance, malgré mon enquête, malgré l'arrestation de Camille, le mal était fait. Mon fils souffrait. En rentrant au château de Bellevue ce soir-là, j'ai trouvé ma fille Sophie qui m'attendait. Contrairement à son frère, elle avait réagi à toute cette affaire avec une colère dirigée non pas contre moi, mais contre Camille et ses complices. « Je viens de passer chez Antoine », m'a-t-elle annoncé dès que j'ai franchi le seuil. Il m'a ouvert pour une fois. J'ai suspendu mon manteau, tentant de dissimuler mon empressement. « Comment va-t-il ?»« Mal, mais différemment. » Elle s'est assise dans le salon, passant distraitement sa main sur le velours usé du canapé. Il ne semble plus seulement triste ou en colère. Il est obsédé. Il veut comprendre comment il a pu être manipulé à ce point. J'ai senti un frisson me parcourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a transformé son salon en une sorte de tableau d'enquête. Des photos de lui et Camille partout, annotées, datées. Des listes de chaque décision qu'il a prise depuis qu'il l'a rencontrée. Il essaie de retracer le parcours de sa manipulation, comme s'il disséquait une maladie qui l'aurait infecté. L'image qu'elle décrivait m'inquiétait profondément. Ce n'était pas la voie de la guérison, mais celle de l'obsession. Je dois le voir, ai-je dit, me levant immédiatement. Sophie m'a arrêté d'un geste. Pas ce soir, maman. Il m'a demandé de te dire qu'il viendra ici demain. Il veut parler du dossier que tu as constitué sur Camille. Il veut tout voir, tout savoir. Le lendemain, Antoine est arrivé au château en début d'après-midi. La transformation en 2 semaines était frappante. Il avait perdu du poids, ses joues s'étaient creusées et une barbe naissante assombrissait son visage, habituellement si soigné. Mais c'était surtout son regard qui avait changé. Cette étincelle de curiosité et d'optimisme qui l'avait toujours caractérisé semblait éteinte, remplacée par une intensité presque fiévreuse. Nous nous sommes installés dans mon bureau, cette pièce où j'avais passé tant d'heures à étudier des dossiers pendant ma carrière de juge. J'avais préparé tous les documents que Philippe et moi avions rassemblés sur Camille et son organisation, à l'exception des photos les plus intimes, celles qui montraient mon fils dans des moments de vulnérabilité ou d'affection avec cette femme. Certaines vérités n'apportent rien d'autre qu'une douleur supplémentaire. « Je veux tout savoir », a déclaré Antoine en s'asseyant, son ton rappelant celui qu'il employait lors des réunions professionnelles importantes depuis le début. Comment as-tu commencé à la soupçonner? Quels indices ai-je manqué? J'ai pris une profonde inspiration. Tu es sûr que c'est ce dont tu as besoin maintenant? Peut-être qu'avec le temps n'effacera pas ce qui s'est passé, m'a-t-il coupé. Je dois comprendre, maman. C'est la seule façon pour moi d'avancer.
Alors, pendant les heures qui ont suivi, je lui ai tout raconté. Les premières incohérences dans les récits de Camille, mes recherches initiales, l'embauche de Philippe, la découverte de ses identités multiples, les témoignages des victimes précédentes, l'appartement secret, les complices, tout. Antoine écoutait en silence, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet, hochant parfois la tête comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle complexe. Quand j'ai mentionné les 75 000 € disparus de ses comptes, il n'a même pas scié. Ce n'était pas seulement l'argent, a-t-il finalement dit. Elle a pris bien plus que ça. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais, mon chéri. Non, tu ne comprends pas. Il a sorti son téléphone, me montrant des photos de documents. Elle a copié des informations confidentielles de Renault, des prototypes, des stratégies de développement. Je les avais dans mon bureau à la maison. Je pensais qu'elle s'intéressait à mon travail par amour. Cette révélation ajoutait une nouvelle dimension à l'affaire. Ce n'était pas seulement une escroquerie sentimentale, mais aussi potentiellement de l'espionnage industriel. J'ai immédiatement appelé le commissaire Leblanc pour l'informer. Les jours suivants ont vu l'enquête prendre une ampleur internationale. Des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure se sont joints aux investigations. Camille, ou Isabelle, ou quel que soit son vrai nom, refusait toujours de parler, mais certains de ses complices, face à des accusations plus graves, commençaient à coopérer. L'un d'eux, un homme du nom de Laurent Mercier qui se faisait passer pour un photographe lors des événements mondains, a révélé que l'organisation travaillait parfois pour des clients étrangers intéressés par des informations sensibles, commerciales, technologiques, parfois même politiques. Il nous donnait des cibles spécifiques, a-t-il expliqué lors d'un interrogatoire, auquel j'ai été exceptionnellement autorisé à assister. Des personnes ayant accès à certaines informations. Les escroqueries sentimentales n'étaient parfois qu'un moyen d'accéder à ces données. Antoine avait-il été ciblé spécifiquement pour son poste chez Renault? Cette idée était presque plus douloureuse que celle d'une simple arnaque financière. Cela signifiait que rien, absolument rien dans sa relation avec Camille n'avait été authentique. Chaque sourire, chaque caresse, chaque « je t'aime » n'avait été qu'un outil pour atteindre un objectif. Quand j'ai partagé cette information avec mon fils, j'ai craint sa réaction. Mais étrangement, cela semblait le soulager d'une certaine manière. C'est plus facile à accepter d'une certaine façon, m'a-t-il confié alors que nous marchions dans les jardins du château, les premières fleurs du printemps commençant à éclore autour de nous. Savoir que j'étais une cible professionnelle, pas juste un imbécile qui s'est laissé séduire par une jolie femme. Tu n'as jamais été un imbécile, ai-je protesté. Tu as été victime de professionnels qui manipulent les sentiments humains les plus nobles, l'amour, la confiance, l'espoir. Il a esquissé un sourire triste. Tu sais ce qui me hante le plus? Ce ne sont pas les mensonges qu'elle m'a racontés. C'est les vérités que j'ai ignorées, toutes ces fois où mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas et où j'ai choisi de ne pas écouter. Cette confession m'a touchée profondément. Combien de fois dans ma carrière de juge avais-je vu des personnes ignorer les signaux d'alarme, les drapeaux rouges, par amour ou par désir? Combien de fois avais-je moi-même ignoré mon intuition dans ma propre vie, notamment dans mon mariage avec Marcel? L'amour nous rend tous vulnérables, ai-je murmuré. C'est sa beauté et son danger. 3 mois après l'arrestation de Camille, le procureur a annoncé que 15 membres de l'organisation avaient été identifiés et arrêtés dans différents pays européens. Des comptes bancaires contenant plus de 3 millions d'euros avaient été gelés. Des dizaines de victimes s'étaient manifestées, créant même une association d'entraide pour surmonter leur traumatisme. Antoine, lentement, commençait à retrouver un semblant de normalité. Il avait repris le travail, avait déménagé dans un nouvel appartement pour laisser derrière lui les souvenirs associés à l'ancien. Il voyait régulièrement un thérapeute, ce qui m'avait surprise venant de lui, toujours si réticent à parler de ses émotions. C'est toi qui m'as appris que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse, m'avait-il rappelé quand je lui avais exprimé mon étonnement. Un soir de juin, alors que nous dînions tous ensemble au château de Bellevue, Antoine, Sophie et son mari, et moi, mon fils a levé son verre. « Je voudrais porter un toast », a-t-il déclaré, son regard croisant le mien. « À ma mère, Dominique Lefebvre, la femme la plus courageuse que je connaisse,
celle qui a risqué de perdre l'amour de son fils pour le sauver. Les larmes me sont montées aux yeux. Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère aurait fait. Non, a-t-il dit fermement. Tu as fait ce que seule une mère extraordinaire pouvait faire. Tu as vu ce que personne d'autre ne voyait. Tu as agi quand c'était le plus difficile. Et tu m'as donné l'espace dont j'avais besoin pour guérir, même quand cela te brisait le cœur. Cette nuit-là, après le départ de mes enfants, je me suis assise sur la terrasse du château, regardant les étoiles qui scintillaient au-dessus des vignes environnantes. Je pensais à ma mère, qui m'avait transmis cette intuition, cette force intérieure. Je pensais à toutes les mères à travers le monde, luttant chaque jour pour protéger leurs enfants des dangers, visibles et invisibles. L'affaire Camille avait changé notre famille à jamais. Elle nous avait blessés, certes, mais elle nous avait aussi rapprochés d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Antoine et moi avions développé une nouvelle relation, basée non plus sur la dépendance d'un enfant envers sa mère, mais sur le respect mutuel de deux adultes qui ont traversé ensemble une épreuve. Parfois, je repensais à cette journée à l'église, à ce moment où j'avais pris le microphone, sachant que je risquais de perdre mon fils pour toujours. Avais-je eu raison d'agir ainsi, de manière si publique, si dramatique? N'y avait-il pas eu une autre solution, plus discrète, moins humiliante? La réponse me venait toujours de la même façon. Face à un danger imminent, une mère ne calcule pas, n'analyse pas les alternatives idéales. Elle agit avec toute la force et la détermination dont elle est capable. C'est ce que j'avais fait ce jour-là. Et malgré la douleur, malgré les larmes, malgré les nuits sans sommeil qui avaient ensuivi, je savais au fond de moi que je le referais sans hésiter. Car l'amour d'une mère n'est pas seulement tendresse et réconfort, c'est aussi courage et sacrifice. C'est la volonté de risquer tout, même l'amour de son enfant, pour le protéger. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que cette épreuve m'a enseignée. Parfois, aimer véritablement quelqu'un, c'est avoir le courage de lui dire une vérité qu'il ne veut pas entendre, même quand cette vérité déchire votre propre cœur en 1000 morceaux. L'automne était arrivé à Lyon, parant les arbres du parc de la Tête d'Or, de teintes dorées et cuivrées. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique à l'église Saint-Étienne. La vie avait repris son cours, différente, mais plus apaisée. Antoine s'était replongé dans son travail chez Renault, avec une promotion à la clé. Ironiquement, son implication involontaire dans une affaire d'espionnage industriel avait renforcé sa position au sein de l'entreprise, qui appréciait sa transparence et sa collaboration avec les autorités. Un matin de septembre, alors que je prenais mon café sur la terrasse du château de Bellevue, mon téléphone a sonné. C'était le commissaire Leblanc. « Madame Lefebvre ?» Sa voix était grave, professionnelle. « Je vous appelle pour vous informer d'un développement important dans l'affaire Moreau, ou devrais-je dire Laurent. » Mon cœur s'est accéléré. « Je vous écoute. » Elle a finalement accepté de parler. Et elle demande à vous voir. La tasse a tremblé dans ma main. « Me voir? Pourquoi ?» Elle refuse de le dire. Elle insiste pour que vous soyez présente lors de son prochain interrogatoire. Normalement, je n'accepterai jamais une telle demande, mais, étant donné les circonstances exceptionnelles et votre statut d'ancienne juge, je suis prêt à faire une exception. J'ai fermé les yeux, sentant un mélange de crainte et de curiosité monter en moi. Revoir cette femme qui avait failli détruire ma famille, entendre ce qu'elle avait à dire après des mois de silence obstiné. Quand? Ai-je simplement demandé. Demain, 10 heures, à la maison d'arrêt de Corbas. J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Devais-je en parler à Antoine? Il semblait enfin tourner la page, reprendre goût à la vie. Cette rencontre risquait-elle de rouvrir des blessures à peine cicatrisées? Après une longue réflexion, j'ai décidé de l'appeler. Notre relation s'était reconstruite sur la base d'une honnêteté absolue. Lui cacher cette information aurait été trahir cette nouvelle confiance. « Camille veut me voir », lui ai-je annoncé sans préambule quand il a décroché. Un silence de l'autre côté de la ligne. Puis, sa voix, remarquablement calme. « Pourquoi? Je ne sais pas. Le commissaire Leblanc dit qu'elle est prête à parler, mais qu'elle exige ma présence. » Encore un silence. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit analytique tourner à plein régime. « Tu comptes y aller ?» a-t-il finalement demandé. « Je ne sais pas encore. Qu'en penses-tu » Sa réponse m'a surprise. « J'aimerais venir aussi. » Mon cœur s'est serré à cette idée. « Antoine, es-tu sûr ?»
La revoir après tout ce temps. Justement, m'a-t-il coupé. Je dois la voir telle qu'elle est vraiment, pas comme l'image idéalisée que j'ai gardée si longtemps dans mon cœur. C'est la dernière étape de ma guérison, maman. Faire face à la réalité, dans toute sa laideur. J'ai admiré son courage, cette force tranquille qui avait toujours été en lui et que Camille n'avait pas réussi à détruire. Très bien, ai-je concédé. Je vais appeler Leblanc pour lui demander si c'est possible. Le commissaire était réticent, mais a finalement accepté qu'Antoine assiste à l'entretien, à condition qu'il reste observateur et n'intervienne pas directement. Le lendemain matin, nous avons fait le trajet jusqu'à la maison d'arrêt de Corbas, dans un silence lourd de pensées non exprimées. Antoine conduisait, ses mains crispées sur le volant trahissant sa tension intérieure. J'observais son profil, notant les changements subtils des derniers mois, quelques fils argentés dans ses cheveux bruns, de fines rides au coin des yeux, en air de gravité qui n'était pas là avant. « À quoi penses-tu » lui ai-je demandé doucement. Il a esquissé un sourire sans joie. Je me demande si je vais la reconnaître, si elle sera encore cette femme dont je suis tombé amoureux, ou si ce masque aura complètement disparu. La prison était un bâtiment moderne, fonctionnel, dépourvu de l'atmosphère gothique des anciennes maisons d'arrêt que j'avais connues pendant ma carrière. Après les formalités d'usage, vérification d'identité, détecteur de métaux, consignes de sécurité, nous avons été conduits dans une salle d'interrogatoire spartiate. Le commissaire Leblanc nous y attendait, accompagné d'une jeune femme que je n'avais jamais vue, qui s'est présentée comme maître Girard, l'avocate commise d'office de Camille. Elle arrive dans quelques minutes, nous a informé Leblanc. Je dois vous prévenir, elle a changé physiquement. Je n'ai pas eu le temps de demander des précisions. La porte s'est ouverte et 2 gardiens ont escorté Camille dans la pièce. Mon premier choc a été de constater à quel point Leblanc avait raison. La femme qui se tenait devant nous n'avait plus grand-chose en commun avec l'élégante séductrice qui avait failli épouser mon fils. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient à nos coupés courts, sans style particulier. Son visage, dépourvu de maquillage, paraissait plus dur, plus anguleux. Elle avait perdu du poids, accentuant encore cette impression d'austérité. Mais c'était surtout son regard qui avait changé. Cette étincelle calculatrice, cette assurance arrogante avait disparu, remplacée par quelque chose de plus sombre, de plus résigné. J'ai jeté un coup d'œil à Antoine. Son visage était impassible, mais je connaissais suffisamment mon fils pour percevoir le tumulte intérieur derrière ce masque de tranquillité. Camille s'est assise face à nous, ses poignets menottés reposant sur la table métallique. Elle a regardé Antoine brièvement, sans émotion apparente, puis a tourné son attention vers moi. « Merci d'être venu, Dominique », a-t-elle dit, sa voix rauque comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. « Je ne pensais pas que vous accepteriez. »« Pourquoi m'avez-vous fait venir ?» ai-je demandé directement, refusant de me laisser déstabiliser. Elle a jeté un regard vers Leblanc et son avocate, puis a pris une profonde inspiration. « Je vais tout dire, sur l'organisation, sur nos opérations, sur nos commanditaires, tout. Mais je voulais d'abord vous parler, à vous deux. » Leblanc s'est penché en avant, soudain très intéressé. « Vos commanditaires, vous êtes prête à les nommer ?» Camille a hoché la tête. « Oui, mais d'abord, j'ai quelque chose à dire à Dominique et Antoine. En privé, si possible. » Le commissaire a froncé les sourcils. « Hors de question. Cet entretien est officiel et doit être enregistré. »« Ce n'est pas un problème, » a interrompu Camille. « Vous pouvez enregistrer. Ce que j'ai à dire n'a rien d'illégal ou de compromettant pour l'enquête. C'est personnel. » Après une brève consultation avec l'avocate, Leblanc a accepté de rester en retrait, tout en maintenant l'enregistrement audio. Camille a alors posé ses yeux sur moi, puis sur Antoine. « Je ne vais pas vous demander pardon, » a-t-elle commencé, sa voix étrangement détachée. « Ce serait insultant pour votre intelligence. Ce que j'ai fait était calculé, délibéré, et j'étais parfaitement consciente des conséquences. » Antoine s'est raidi à côté de moi. Je pouvais presque sentir sa douleur, comme une présence physique entre nous. « Alors pourquoi sommes-nous ici ?» a-t-il demandé, sa voix trahissant à peine son émotion. « Parce que vous méritez de savoir la vérité. Pas la vérité sur l'organisation, sur les escroqueries. La police vous dira tout ça. Mais la vérité sur moi, sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Elle a marqué une pause, semblant chercher ses mots. « J'ai grandi dans une petite ville près de Marseille. Mon vrai nom est effectivement Isabelle Laurent. Mon père était alcoolique, violent.
Ma mère nous a abandonnés quand j'avais 8 ans. À 16 ans, j'ai fugué à Paris, où j'ai survécu comme j'ai pu. Son récit était clinique, dénué d'émotion. J'ai rencontré Victor, le chef de l'organisation, quand j'avais 20 ans. Il m'a offert une porte de sortie, un moyen de prendre le contrôle, d'utiliser les hommes au lieu d'être utilisés par eux. J'écoutais attentivement, cherchant des signes de manipulation dans son discours, mais n'en trouvant pas. Elle ne semblait pas chercher la sympathie ou l'absolution. Au début, c'était juste des arnaques sentimentales classiques, des hommes riches, généralement plus âgés. Puis les enjeux ont augmenté. Victor a été approché par des intérêts étrangers, des entreprises, parfois des gouvernements, cherchant des informations spécifiques. Notre travail est devenu plus ciblé, plus précis. Et c'est là que je suis entré en jeu, a murmuré Antoine. Camille a acquiescé. Renault développait une nouvelle technologie de batterie pour véhicules électriques. Nos clients étaient très intéressés. Tu étais le point d'entrée parfait. La froideur avec laquelle elle admettait avoir utilisé mon fils me glaçait le sang. Antoine, cependant, semblait étrangement calme, comme si entendre cette vérité brute confirmait simplement ce qu'il avait déjà accepté. « Il y a une chose que je veux que vous sachiez », a-t-elle poursuivi. « Dans notre métier, nous avons une règle. Ne jamais s'impliquer émotionnellement. Rester détaché. C'est la première règle, la plus importante. » Elle a hésité, semblant pour la première fois incertaine. « J'ai enfreint cette règle avec toi, Antoine. J'ai vu mon fils se raidir, son masque de tranquillité se fissurant légèrement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé, sa voix à peine audible. « Ça veut dire que tout n'était pas faux. Les sentiments, certains étaient réels. Pas au début, bien sûr, mais avec le temps, tu es différent des autres hommes que j'ai ciblés. Plus profond, plus authentique. J'ai commencé à apprécier nos conversations, à attendre avec impatience nos moments ensemble. J'ai posé ma main sur le bras d'Antoine, craignant l'impact de ses mots. Était-ce encore une manipulation, une dernière tentative de garder un certain contrôle sur lui? « Pourquoi me dire ça maintenant ?» a demandé Antoine, sa voix trahissant une émotion contenue. « Parce que je vais passer les 10 prochaines années au minimum en prison. Parce que je vais témoigner contre des personnes dangereuses qui ne me pardonneront jamais. Parce que quand je sortirai, si je sors, je devrais disparaître, changer d'identité, recommencer ailleurs. » Elle a levé ses yeux vers lui. « Je n'ai plus rien à gagner en te mentant, Antoine. C'est peut-être la première fois de ma vie que je peux me permettre d'être honnête. » Un silence lourd s'est installé dans la pièce. Je regardais mon fils, essayant de déchiffrer ses émotions, mais son visage était redevenu impénétrable. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » a repris Camille, s'adressant cette fois à moi. « Le jour du mariage, quand vous avez pris ce microphone, j'aurais pu fuir. J'avais repéré les policiers, j'avais des issues préparées, comme toujours. J'aurais pu disparaître avant que vous ne commenciez à parler. Cette révélation m'a surprise. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Elle a esquissé un sourire sans joie, parce qu'une partie de moi voulait que ça s'arrête, que cette double vie s'arrête. Je me suis surprise à imaginer parfois ce que serait une vie avec Antoine, une vraie vie, pas une couverture, pas une mission, juste une vie normale. « Vous n'attendez pas de nous que nous vous croyions, ai-je dit, incapable de contenir mon scepticisme. « Non, a-t-elle admis, je n'attends rien. Je voulais juste dire la vérité une fois. Pour moi-même, peut-être plus que pour vous. » Elle s'est tournée vers le blanc, qui observait l'échange avec une attention professionnelle. « Je suis prête à faire ma déposition complète maintenant. Surtout, le commissaire a hoché la tête et a fait signe au gardien. Avant qu'il ne l'emmène, Camille a regardé Antoine une dernière fois. « Je suis désolée que notre rencontre t'ait fait du mal, mais je ne suis pas désolée de t'avoir rencontré. » Puis elle est sortie, escortée par les gardiens, laissant derrière elle un silence pesant. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Antoine est resté muet pendant de longues minutes. J'ai respecté ce silence, comprenant qu'il avait besoin de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Tu crois qu'elle disait la vérité ?» a-t-il finalement demandé, ses yeux fixés sur la route. J'ai pris le temps de réfléchir. Je ne sais pas. Elle est manipulatrice par nature. Mais elle n'avait effectivement rien à gagner en mentant aujourd'hui. Et il y avait quelque chose dans sa voix, dans son regard, une résignation qui semblait authentique. Antoine a hoché la tête, pensif. « Tu sais ce qui est étrange ? Une partie de moi voulait qu'elle mente, que tout ait été faux du début à la fin. Ça aurait été plus simple. » Je l'ai regardée, surprise. « Pourquoi ?
Parce que si elle disait vrai, si elle avait réellement commencé à éprouver quelque chose pour moi, cela signifie que j'ai été complètement aveugle. Pas seulement à ses mensonges, mais aussi à ses vérités. Je n'ai pas su distinguer le réel du faux, dans aucun sens. Sa lucidité m'a ému. Mon fils avait mûri à travers cette épreuve, d'une façon que je n'aurais jamais souhaitée, mais qui était indéniable. L'amour nous rend tous aveugles, d'une manière ou d'une autre, ai-je murmuré. C'est son pouvoir et sa tragédie. Dans les semaines qui ont suivi, les révélations de Camille ont conduit à des arrestations majeures. Son témoignage a impliqué des industriels de haut rang, des responsables gouvernementaux, même un député européen. L'affaire a pris une dimension internationale, faisant la une des journaux bien au-delà de Lyon. Antoine, contre toute attente, semblait trouver une certaine paix dans ces développements, comme si voir l'ampleur du réseau dans lequel il avait été piégé lui permettait de se pardonner sa naïveté. Un soir d'octobre, alors que nous dînions au château de Bellevue, il m'a surpris par une annonce inattendue. J'ai accepté un poste à Tokyo, a-t-il déclaré en reposant son verre. Renoir m'a proposé de diriger leur département de recherche et développement là-bas. J'ai senti mon cœur se serrer. C'est loin. Il a souri, ce sourire authentique qui avait si longtemps disparu. C'est l'idée en partie. Un nouveau départ dans un endroit où personne ne connaît mon histoire, où je ne serai pas la victime de l'arnaque du siècle, comme m'a surnommé le progrès. J'ai compris sa décision, même si elle me brisait le cœur. Quand pars-tu? Dans un mois. Mais ce n'est pas définitif, maman. 3 ans, peut-être 4. Et tu viendras me voir, bien sûr. Je t'emmènerai visiter Kyoto. Tu adoreras les jardins zen. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai pleuré pour la première fois depuis longtemps. Non pas des larmes de tristesse ou de regret, mais des larmes qui marquaient la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un nouveau. Mon fils allait guérir, à sa manière, dans un pays lointain. Et moi, je continuerai ma vie ici, portant avec moi cette expérience qui nous avait transformés tous les deux. La veille de son départ pour Tokyo, Antoine m'a invité à dîner au Jardin des Roses, ce restaurant où il avait rencontré Camille pour la première fois. Un choix symbolique qui m'a surprise. « Pourquoi ici ?» lui ai-je demandé alors que nous nous installions à une table. « Pour boucler la boucle ?» a-t-il répondu simplement. « Pour transformer un lieu associé à un mensonge en un lieu de vérité et d'adieu ?» Pendant le repas, nous avons évité de parler de Camille, nous concentrant plutôt sur l'avenir, sur ses projets au Japon, sur les visites que je lui ferai. Ce n'est qu'au dessert qu'il a abordé le sujet qui, je le sentais, lui tenait à cœur. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, » a-t-il dit, ses yeux plongés dans les miens, « pour avoir eu le courage de faire ce que tu as fait à l'église, pour avoir risqué notre relation pour me sauver. C'est ce que font les mères, » ai-je répondu doucement. « Non !» a-t-il insisté. « Ce n'est pas ce que font toutes les mères, c'est ce que fait une mère exceptionnelle, une mère qui place le bien-être de son enfant au-dessus de tout, même de son besoin d'être aimée. » Ces mots m'ont ému aux larmes. « Tu sais, » ai-je murmuré, « quand je t'ai vu à l'hôtel ce jour-là, si heureux, si confiant, j'ai failli renoncer, j'ai failli me rasseoir et me taire. Qu'est-ce qui t'a donné le courage d'agir ?» J'ai réfléchi un moment. L'amour, je suppose. Pas l'amour qui cherche à plaire ou à être apprécié, mais l'amour profond, celui qui accepte d'être détesté pour protéger ce qui est précieux. Antoine a hoché la tête, comprenant parfaitement ce que je voulais dire. C'est la leçon la plus importante que cette histoire m'a apprise. Maman, la différence entre l'amour véritable et ses imitations. L'un construit, protège, élève, l'autre consomme, manipule, détruit. Nous sommes sortis du restaurant sous un ciel étoilé, marchant lentement vers la Saône qui scintillait sous la lumière de la lune. Lyon, ma ville, notre ville, s'étendait autour de nous, belle et éternelle malgré les drames qui s'y jouaient. « Je reviendrai » a promis Antoine, semblant lire dans mes pensées. Plus fort, plus sage, et nous aurons encore de nombreuses années ensemble. J'ai serré sa main, sachant que son départ n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Pour lui, pour moi, pour notre relation qui avait survécu à la pire des tempêtes, car c'est cela être mère. Non pas posséder son enfant, mais l'aimer assez pour le laisser partir, pour le voir voler de ses propres ailes, même si c'est vers un ciel lointain. Et dans ce moment de séparation imminente, j'ai ressenti une paix profonde.
la paix de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait quand il le fallait, la paix d'une mère qui a rempli son devoir le plus sacré, protéger son enfant même contre lui-même. Voilà, mes chers amis, comment s'achève cette histoire qui a bouleversé ma vie et celle de mon fils. Une histoire qui a commencé par une simple intuition, ce frisson d'inquiétude que seule une mère peut ressentir quand quelque chose menace son enfant. Cette intuition que beaucoup ont ignorée, que mon propre fils a rejetée, mais qui s'est avérée être notre salut. Je repense souvent à ce moment crucial dans l'église Saint-Étienne, mes mains tremblantes tenant ce microphone, 200 invités me regardant avec stupeur et mon fils, mon Antoine, me fixant avec un mélange d'horreur et d'incompréhension. Ce moment où j'ai dû choisir entre la paix apparente et la vérité douloureuse. Ce moment où j'ai risqué de perdre l'amour de mon fils pour le sauver d'un désastre. Cette femme, Camille, ou Isabelle, ou quel que soit son vrai nom, avait tissé sa toile avec une habileté redoutable. Elle avait isolé mon fils, l'avait manipulé, l'avait conduit à douter de tous ceux qui l'aimaient vraiment. Elle avait non seulement visé sa fortune personnelle et notre château familial, mais aussi cherché à voler des secrets industriels qui auraient pu avoir des conséquences graves pour son entreprise et peut-être même pour notre pays. L'organisation criminelle dont elle faisait partie était bien plus vaste et sophistiquée que nous l'avions imaginé initialement. Des dizaines de victimes à travers l'Europe, des millions d'euros détournés, des informations sensibles vendues aux plus offrants, une machine bien huilée qui fonctionnait depuis des années dans l'ombre, brisant des vies et des familles sans la moindre hésitation. Ce que j'ai appris à travers cette épreuve, c'est que l'amour prend parfois des formes que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Parfois, aimer signifie faire mal. Parfois, cela signifie être détesté temporairement pour un bien plus grand. Parfois, cela signifie se tenir debout, seul, face à l'incompréhension générale, parce que c'est la seule chose juste à faire. Antoine est maintenant au Japon, construisant une nouvelle vie loin des regards qui le voyaient uniquement comme une victime. Notre relation a été mise à l'épreuve, brisée, puis reconstruite sur des fondations plus solides. Nous avons tous deux été transformés par cette expérience. Lui, devenant plus prudent, mais aussi plus profond dans sa compréhension des relations humaines. Moi, plus confiante dans mes instincts, plus déterminée à protéger ce qui est précieux, quel qu'en soit le coût personnel. Et Camille, sa confession finale reste une énigme. Disait-elle la vérité en affirmant avoir développé de réels sentiments pour mon fils? Ou était-ce une dernière manipulation, un dernier effort pour maintenir une emprise sur lui, même depuis sa cellule de prison? Je ne le saurai jamais avec certitude. Mais peut-être que la réponse importe peu. Ce qui compte, c'est que nous avons survécu à sa toile de mensonges, que nous en sommes sortis plus forts, plus unis. Je pense souvent aux autres mères qui pourraient se trouver dans ma situation. Celles qui ressentent cette inquiétude sourde, ce doute persistant face à une personne qui a soudainement pris une place centrale dans la vie de leur enfant. Celles qui se demandent si elles sont simplement jalouses, possessives, ou si leur instinct détecte un réel danger. Je voudrais leur dire, faites-vous confiance. Une mère sait. Au plus profond d'elle-même, une mère sait. Bien sûr, tous les partenaires qui nous déplaisent ne sont pas des escrocs ou des manipulateurs. Parfois, nos enfants choisissent simplement des chemins différents des nôtres, des personnes qui ne correspondent pas à nos attentes. C'est leur droit, leur liberté. Mais il y a une différence entre le désaccord et le danger, entre la déception et la destruction. Cette différence, nous la ressentons dans nos entrailles. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne à éviter le piège dans lequel mon fils est tombé, alors tout ce que nous avons traversé aura un sens. Si elle peut encourager une autre mère à suivre son intuition, à poser les questions difficiles, à chercher la vérité même quand c'est inconfortable, alors j'aurai accompli quelque chose d'important. C'est pourquoi je partage mon expérience sur cette chaîne, Souvenirs de grand-mère. Non pas pour me vanter d'avoir eu raison, non pas pour exposer les détails sordides d'une affaire qui a fait la une des journaux, mais pour témoigner de la force de l'amour maternel et de son pouvoir protecteur, même face aux manipulations les plus sophistiquées. Je vous invite, vous qui avez suivi mon récit jusqu'ici, à réfléchir à vos propres relations. Y a-t-il des signaux d'alarme que vous ignorez?
des intuitions que vous écartez, des vérités que vous n'osez pas confronter. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'ouvrir les yeux, de voir ce qui est vraiment là, pas ce que nous souhaitons voir. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous serai profondément reconnaissante de vous abonner à Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies, des témoignages de vie qui peuvent éclairer votre propre chemin, vous aider à naviguer les eaux parfois troubles des relations familiales. Un simple abonnement peut sembler peu de choses, mais pour moi, c'est un signe que mon expérience n'a pas été vaine, qu'elle peut servir à d'autres. C'est aussi une façon de soutenir cette chaîne qui demande beaucoup de temps et d'énergie à préparer. Chaque vidéo représente des heures de travail. L'écriture du script, l'enregistrement, le montage, tout cela pour partager avec vous ces moments de vie qui peuvent résonner avec vos propres expériences. Je vous invite également à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà eu à choisir entre la vérité douloureuse et le silence confortable? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes qui traversent des épreuves semblables, qui se sentent seules face à leurs doutes et leurs craintes. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Nous publions régulièrement des contenus sur des thèmes variés, les relations familiales, les défis de la grand-parentalité, les leçons de vie que seules les années peuvent nous enseigner. Si vous appréciez particulièrement notre travail et souhaitez nous soutenir davantage, vous pouvez également nous aider via la fonction « Merci » disponible sous cette vidéo. Cette forme de don nous permet de couvrir les coûts de production et de continuer à vous offrir du contenu de qualité quotidiennement. Votre générosité nous aide à améliorer constamment la chaîne, à investir dans un meilleur équipement, à consacrer plus de temps à la recherche et à la préparation de chaque histoire. Votre soutien, sous quelque forme que ce soit, un abonnement, un like, un commentaire ou un don, est inestimable pour nous. Il nous montre que ces histoires comptent, qu'elles touchent des vies, qu'elles créent des ponts entre les expériences humaines. Je termine en vous remerciant d'avoir écouté mon histoire, d'avoir partagé ce moment de ma vie avec moi. Rappelons-nous tous que l'amour véritable n'est pas toujours facile ou confortable. Parfois, il exige du courage, de la persévérance, la volonté de traverser des tempêtes. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que sa force se révèle pleinement. À la semaine prochaine pour un nouveau Souvenir de grand-mère, une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous touchera autant que celle-ci. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et n'oubliez jamais, parfois, le plus grand acte d'amour est simplement d'être présent, d'observer et d'agir quand votre cœur vous dit que c'est nécessaire. Au revoir mes chers amis, et merci du fond du cœur pour votre écoute et votre soutien. Votre présence dans cette aventure signifie plus que vous ne pourriez l'imaginer.